Mais où avons-nous la tête? J'irai pas trop vite, je pense que le glissement est toujours un risque et pas une fatalité. Et je pense que dès qu'on parle de glissement, par exemple on dit on est sur une pente glissante, on a l'impression... L'image du glissement, c'est l'image de la fatalité. Je pense qu'il y a des risques de dérive, mais qu'il y a aussi des forces qui vont en sens inverse, à la fois justement par la puissance des dangers aujourd'hui, des risques communs, par un certain nombre de prises de conscience. Voilà, donc c'est un risque, mais c'est pas une fatalité. Et l'image du glissement est elle-même glissante, est elle-même dangereuse. Et parfois, moi, j'ai envie de dire aussi, il y a des glissements qu'on voit pas, qui sont souterrains, qui sont peut-être plus profonds. Et puis, il y a une bonne individuation contre un mauvais individualisme. Donc, ne critiquons pas non plus les singularités, mais plutôt, il faut comprendre que l'individuation vient des relations. Je pense que c'est effectivement qu'on ne peut pas demander aux individus d'agir si, à l'autre extrême, d'un point de vue commun, il ne se passe rien. Ce qui manque aujourd'hui, c'est la connexion entre l'action individuelle et le sens global. Et paradoxalement, on ne peut pas demander aux individus, et je dirais même pas sans donner l'exemple soi-même, ce qui est vrai d'ailleurs, mais surtout sans montrer qu'il se passe quelque chose collectivement. Ça se tient. Nous convaincrons les individus qu'en montrant qu'on agit aussi pour tout le monde. Les deux bouts de la chaîne se tiennent. Les individus sont nécessaires pour le bien commun, mais le sentiment que les politiques sont faites au niveau collectif pour le bien commun sont la condition pour l'action individuelle. Et ça a toujours été vrai auparavant, les philosophes appelaient ça le lien entre morale et politique. Et Rousseau avait une phrase extraordinaire, il disait « Celui qui veut séparer la morale et la politique ne comprendra jamais rien à aucune des deux ». Je crois qu'effectivement il y a un vrai doute sur les biens communs et sur l'intérêt général et le fait que les politiques traitent de l'intérêt général. Et donc c'est vrai que tant que cette question-là n'est pas traitée, la contribution individuelle va être individualiste au mauvais sens du terme. Ce que je pense, c'est que le big data, pris comme une sorte de phénomène opaque, de boîte noire, a un côté effrayant. Il faut remettre le sentiment que derrière les données, il y a des interlocuteurs, il y a des médiations, il y a des êtres humains. Par exemple, que les données de santé, ça peut être très précieux, à condition que ce soit contrôlé par des humains, interprété par des humains, remis dans des relations avec des êtres humains. Les big data, si elles donnent l'impression d'une machine qui marche toute seule, on aura peur et on aura raison d'avoir peur. Je pense que, en réalité, faire apparaître les acteurs des big data, les faire apparaître vraiment tous, qui fait quoi, comment, rendre ça un petit peu visible alors qu'ils sont masqués. Les humains sont cachés par les données. Voilà, il faut faire réapparaître les humains derrière les données. Je pense qu'il est très important, surtout pour une mutuelle qui est fondée sur une image de l'enseignement, effectivement, de défendre la recherche et la formation. En fait, on voit bien que c'est la clé de tout. On voit bien que tous les dangers sociaux et politiques sont liés au niveau d'éducation dans une société. Et toutes les réponses sont liées aussi à l'accroissement de ce rapport à l'enseignement, à la vérité, à la recherche. Donc oui, je pense que toutes les actions de soutien à la formation et à la recherche, et même à des formations par la recherche, sont non seulement bienvenues, mais indispensables. Et c'est vrai que, pour moi, une société d'assurance qui se donne aussi des moyens d'agir de manière indépendante, en soutenant des acteurs aussi indépendants, c'est fondamental. Pour moi, c'est pas un supplément d'âme, comme disent certains. C'est vraiment une action très, très concrète. Moi, j'ai écrit un livre, j'ai plusieurs livres d'éthique médicale, etc. Mais j'ai écrit un livre qui s'appelle « Penser à quelqu'un ». Et moi, ma thèse, c'est que la première pensée des humains, on ne pense pas à quelque chose, on pense toujours à quelqu'un. D'abord. Et que, voilà. Moi, ce que je demande toujours, c'est pas seulement à quoi pensez-vous, mais à qui. De qui vous inspirez-vous, qui vous sert de repère, pour qui avez-vous peur. Voilà. Recherchons
non seulement ce que nous avons dans la tête, mais les êtres qui importent pour nous, et on trouvera des boussoles.